Bonsoir Alexandre Orlov, merci d'être notre invité. Vous êtes l'ancien ambassadeur de Russie en France, très proche bien sûr des milieux moscovites et du numéro 1 russe. Alors quand vous regardez cette image d'aujourd'hui de Vladimir Poutine le matin à Moscou et de Joe Biden à Varsovie le soir, qu'est-ce que vous vous dites? C'est la guerre froide, on est quand même dans un duel maintenant très clair entre Joe Biden dit qu'il est le camp de la liberté et Vladimir Poutine dit qu'il est le camp de la pureté, quelque part, de non dépravé, qui n'est pas l'Occident, la civilisation dépravée. Vous entendez tout ce qu'il a dit sur la civilisation occidentale. Oui, moi je pense qu'effectivement aujourd'hui l'image elle est très forte de voir le matin le président Poutine, le soir le président Biden, ce duel en quelque sorte verbal entre eux, qui malheureusement montre qu'aujourd'hui on est arrivé à une vraie guerre froide. C'est vraiment, il y a une incompréhension totale et que ce qu'on m'a dit le président Poutine à juste titre aujourd'hui, que les Russes ressentent que l'Amérique veut vraiment aller jusqu'au bout pour détruire le pays, en finir avec les Russes une fois pour toutes, comme a dit le président Poutine. Alexandre Orlov, il n'y a pas des armées américaines qui veulent envahir la Russie. Il n'y a pas des armées de l'OTAN qui se préparaient à envahir la Russie. Franchement, vous vivez en France, vous vivez en Europe, vous connaissez bien. Objectivement, ce n'était pas le cas. Mais écoutez, depuis 30 ans, depuis la fin de l'Union soviétique, la dislocation de l'Union soviétique, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que les pays de l'OTAN, méthodiquement, se rapprochaient de nos frontières. Pourquoi faire? Le 2014, il y a eu... Peut-être parce que vous avez peur de l'impérialisme russe. Ah non, pas du tout. Alors, 2014, il y a eu un coup d'État à Kiev qui était orchestré par les Américains. Et récemment, la semaine qui est vécu comme la révolution de Maïdan, comme une révolution démocratique par les Ukrainiens. Oui, mais vous savez très bien qu'au mois de février, juste pendant cette révolution de Maïdan, il y a eu un accord qui était conclu entre l'opposition et le président de l'époque, Yanukovych, qui prévoyait la sortie de cette crise. Mais les Américains ont dit non, cet accord, ça ne vient pas. Alors, il a eu tout de suite, le lendemain de ce coup d'État. Et alors, le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, la semaine dernière, a avoué, il a dit que nous, l'OTAN mène la guerre en Ukraine depuis 8 ans, depuis 2014. 2014, l'OTAN a armé et entraîné l'armée ukrainienne. Mais Alexandre Orlov, vous ne reconnaissez pas du tout l'indépendance de la nation ukrainienne. Si. Vous considérez qu'elle n'existe pas en tant que nation. Quand il y a la révolution de Maïdan ou quand il y a maintenant la résistance à l'invasion russe, ce n'est pas les Ukrainiens qui le font eux-mêmes et qui meurent sur le champ de bataille? Non, écoutez, ils meurent, bien sûr, sur le champ de bataille. J'ai pitié pour ces gens qui meurent. Mais je crois que cette confrontation, cette opération militaire spéciale a été provoquée quand même largement par les Américains. Un autre fait, quand même, qui est troublant, c'est Angela Merkel et François Hollande qui eux-mêmes ont avoué il y a quelque temps que quand ils ont signé les accords de Minsk, les fameux accords de Minsk, ils pensaient qu'à une chose, donner à l'Ukraine le temps pour se réarmer et reprendre par la force l'est de l'Ukraine. C'est ça, c'est pour ça que la Russie, il y a un an, est venue à l'aide justement de ces peuples, ce sont des Russes, russophones qui vivent au Donbass et à Lugansk, qui sont proclamés leur indépendance. On peut considérer aussi que les Russes sont venus envahir un pays indépendant. Mais juste un mot, vous avez vu le mage du Kremlin? Oui. Le livre, bien sûr, mais le vrai. J'ai lu. Non, mais bien sûr, mais le vrai. C'est-à-dire le véritable conseiller de Vladimir Poutine, qui s'est exprimé sur une chaîne Telegram et qui a dit, lorsqu'on lui a demandé « Est-ce que Vladimir Poutine avait vraiment l'intention de respecter les accords de Minsk ?» Et il a dit non. Il a dit non. Et donc, c'est quand même... En fait, c'était peut-être des accords de dupes des deux côtés, si vous voulez. Mais en tout cas, on n'a pas l'impression que du côté russe non plus, on voulait les appliquer. J'ai remarqué, à juste titre, j'ai remarqué cette phrase de Vladislav Surkov qui m'a beaucoup étonné. Et oui, mais il l'a dit. Oui, je me demande pourquoi il l'a dit. Moi, je pense que peut-être qu'il est en train de jouer son propre jeu. Mais ce que je peux dire, que les faits prouvent que dès le début, Poutine
voulait une solution pacifique de ce problème de l'Est de l'Ukraine, puisque le 11 mai 2014, il y a eu le référendum à Donetsk et à Lugansk. Les gens se sont prononcés d'abord pour leur indépendance et puis ils ont demandé le rattachement à la Russie. Il y a beaucoup de doutes sur la qualité de ces référendums. Ils n'ont pas été reconnus. Je ne parle pas de ça. Laissez-moi terminer quand même. Mais justement, Poutine a répondu que très bien, alors je respecte votre décision, mais vous devez résoudre vos problèmes au sein de l'Ukraine. Si Poutine voulait annexer Donbass, il pourrait le faire à cet instant-là. Il n'a pas voulu. C'est-à-dire, il croyait quand même à une solution diplomatique. Interne à l'Ukraine. Alors, aujourd'hui, quand même, Joe Biden affirme que les États-Unis et les nations européennes ne cherchent pas à détruire la Russie. Et il dit, Poutine a choisi la guerre, il peut y mettre fin en un mot. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il veut le faire? Écoutez, moi, je veux aussi répondre à M. Biden que si vous pensez qu'on peut terminer cette guerre, faisons-le ensemble. Puisque, si vous voulez, moi je pense que le président Zelensky, avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui, il est entre les mains des Américains. Ce sont les Américains qui s'en servent. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est la guerre des Amériques contre la Russie par l'Ukraine interposée, qu'ils ont cherché depuis très 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 longtemps. Souvenez-vous de la doctrine de Wolfowitz. C'était la fin des années 90, début des années 2000. Il a parlé du monde unipolaire, de la domination des États-Unis, puisque l'Union soviétique a disparu. C'est ça. Le président Poutine, il a proposé, c'était le mois de décembre 2021, justement, à l'OTAN et aux Américains, de préparer et signer un nouveau traité sur la sécurité en Europe. Oui. Si les Américains et l'OTAN reviennent maintenant sur ce chemin, on peut très bien résoudre le problème de l'Ukraine. L'Ukraine se veut indépendante et les Européens, on ne parle pas que des Américains. Là, il se trouve qu'il y a effectivement une image forte des deux présidents. Mais la réalité, c'est que c'est aussi un pays européen qui se veut européen, qui veut entrer dans l'Union européenne et qui a une identité différente et qui a été envahi. Et même aujourd'hui, d'ailleurs, Vladimir Poutine, il a dit dans son discours qu'il y avait une menace existentielle pour la Russie. Il a annoncé la suspension de la participation de son pays à l'accord New Start. Et il a dit, si les Américains font un essai nucléaire, bon, ils n'en ont pas besoin, ils peuvent faire des simulations, mais il a dit, si les Américains font un essai nucléaire, la Russie le fera aussi. Donc est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il nous a en quelque sorte menacé d'une frappe nucléaire? Non, écoutez, il n'a pas menacé d'une frappe nucléaire, puisque les gens comprennent très bien que si on mène une guerre contre une puissance nucléaire, on court le risque de voir un coup nucléaire. Donc, en fait, vous nous dites qu'il n'utilisera jamais l'arme nucléaire. L'emploi de l'arme nucléaire n'est jamais exclu dans une guerre avec une puissance nucléaire. Mais, justement, cette annonce, cette décision de Vladimir Poutine de suspendre notre participation dans le traité, comme vous l'appelez, New Start, elle est faite, et j'ai écouté attentivement son message, était dans un contexte très précis. Il a dit que récemment, les pays de l'OTAN ont demandé l'inspection des sites stratégiques de la Russie. Il a dit, mais à ma connaissance, l'OTAN ne participe pas dans ce traité. C'est un traité bilatéral entre l'Amérique et la Russie. Si l'OTAN veut participer, très bien. Mais en ce cas-là, il faut, dans le balance général, l'équilibre général, compter les armements nucléaires de la France et de la Grande-Bretagne. C'est dans ce contexte-là qu'il a dit que nous allons suspendre notre participation pour qu'il n'y ait pas d'inspection. Mais en même temps, nous n'allons pas sortir des limites quantitatives qui sont fixées par ce traité. Et donc, il va les contrôler lui-même. Mais on a le sentiment quand même qu'il y a une difficulté. Il y a un an, le 24 février, les armées russes, avec ces défilés de chars qu'on voyait autour de Kiev, voulaient faire tomber le gouvernement ukrainien et voulaient conquérir Kiev. Un an après, aujourd'hui, il y a des batailles qui se livrent et qui sont très dures autour de Bakhmout, dans l'Est. Mais globalement, c'est un échec. C'est un échec de l'armée russe,
c'est un échec de la Russie qui voulait dominer l'Ukraine. Et ça, d'une certaine façon, d'en faire une guerre idéologique avec l'Occident, c'est presque détourner l'attention de son opinion publique sur l'échec militaire propre de l'armée russe. Non, je ne pense pas qu'on peut parler de l'échec militaire. Vous ne pouvez pas parler de succès militaire, pardon. Parce que disons, l'opération n'est pas encore terminée. Et aujourd'hui même, le président Poutine a dit que nous allons poursuivre cette opération jusqu'au, disons, parce que moi, je ne suis pas dans la tête du président Poutine comme personne, mais je crois que comme il y a eu ces référendums dans les 4 républiques, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye et puis Kherson, qui a été quitté. Peut-être, oui, justement, mais on a quitté une partie de Kherson pour justement économiser la vie de nos soldats, puisqu'ils étaient dos au fleuve. Ouais. Et là, oui, c'est pas ce qu'on peut appeler un réussite. Je pense que les projets peuvent être d'aller jusqu'aux les frontières administratives de ces 4 républiques pour qu'ils puissent jouir de leur, disons, indépendance et surtout, comme elles font déjà partie maintenant de la Fédération de Russie, de retrouver leur intégralité. Je ne sais pas s'il ira plus loin, personne ne le sait, mais à mon avis, il faudrait tout simplement, à un moment donné, s'asseoir autour d'une table et négocier la paix. Alors, c'est quelles conditions? C'est-à-dire garder ces 4 républiques qui, en fait, sont ukrainiennes et qui sont revendiquées également par l'Ukraine et dont les référendums ne sont pas reconnus par l'ONU. Moi, je pense que ce qu'a proposé le président Poutine, c'est de négocier à partir de nouvelles réalités. Mais ce ne sont pas des réalités pour tout le monde, ce n'est pas les mêmes réalités. Justement, c'est pour ça qu'il faut les négocier, parce que si c'était évident pour tout le monde, il n'y a rien à négocier. Non, mais si vous voulez, c'est très compliqué, mais il faut être réaliste. Il faut quand même être réaliste. C'est clair et certain que la Russie ne peut pas perdre cette guerre. Elle ne peut pas perdre cette guerre. Ça veut dire il faut quoi? s'entendre, il faut trouver la solution qui sera mutuellement acceptable. Donc, il faut que Poutine se retire de l'Ukraine. C'est ce que disent les Ukrainiens et les Européens et les Américains. C'est une question de négociation, mais moi, je doute fort que Poutine va quitter ces 4 républiques qui font partie maintenant. Mais non, mais d'accord, mais Kherson n'est plus russe. Zaporizhzhia, il y a une petite partie qui est occupée et il y a la guerre dans le Donbass. Donc ils ne sont même pas aujourd'hui en position de force militaire. L'opération n'est pas encore terminée. Et donc vous considérez qu'il faut que l'armée russe continue, alors même qu'il y a des milliers de morts tous les jours et qu'il y a des crimes de guerre. Il y a des crimes de guerre qui sont quand même commis. Des enlèvements d'enfants, des massacres, des viols, des choses qui sont très, très, très dures. Écoutez, il y a beaucoup de choses qu'on raconte, il ne faut pas tout croire. Mais quand il y a une guerre, il y a toujours des crimes, malheureusement, mais ils sont de 2 côtés. Je ne sais pas, vous, en France, vous parlez jamais des morts civils de l'autre côté, à Donbass. Tous les jours, la ville de Donetsk est bombardée par les Ukrainiens. Tous les jours, il y a des morts. On le dit et on le raconte. Ah non, mais on le dit comme ça. Non, pas comme ça. On en parle. On parle de la guerre du Donbass. De toute façon, oui, on en parle. Mais bon, vous avez quand même observé que les Américains ni les Européens ne veulent livrer des armes qui pourraient toucher le territoire russe. C'est donc, ça pour revenir au début de notre interview sur la volonté d'écraser la Russie, vous voyez bien que ce n'est pas du tout l'objectif. Non, mais je crois que les Européens, tout simplement, ont des craintes tout à fait justifiées que si ils vont livrer des armes qui vont toucher le territoire russe, la Russie va répondre, et pas uniquement en Ukraine. Et là, on va vers une guerre généralisée, une guerre globale. C'est pour ça. Non, je crois encore une fois, il faut arrêter cette course à la destruction mutuelle. Il faut penser à autre chose. Mais ce n'est pas ce qu'a dit Vladimir Poutine aujourd'hui. Il a dit on va continuer l'opération spéciale soigneusement, on a le temps. Donc bon, ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit aujourd'hui, alors on va s'asseoir à une table et on va négocier. C'est la même chose qu'on entend du côté de Biden. Il y a quelques jours, cette conférence sur la sécurité à Munich. Ouais.
on a entendu beaucoup de discours va-t-en-guerre. On disait qu'il faut écraser les Russies, il faut faire battre... C'est pas ce qu'a dit Emmanuel Macron, vous avez noté. Il a dit qu'il ne faut pas écraser la Russie. Ah oui, c'est Macron, mais les autres, malheureusement, ils le disent, mais surtout, ils le pensent et ils le veulent. C'est ça le problème. Quelle Russie? Est-ce que vous trouvez que Poutine rend service à la Russie? Lorsque vous voyez peut-être plus d'1 million, certains disent 2 millions de Russes instruits, qualifiés, dans les nouvelles technologies, des artistes, des intellectuels qui quittent le pays, qui font que le pays va être décapité de ses propres élites. L'économie, même si les chiffres ne sont pas mauvais, mais enfin, ils ne sont pas incroyables. On voit bien que c'est le PIB de l'Espagne. Ce n'est pas glorieux pour une puissance comme la Russie. Est-ce que vous êtes sûr que Poutine fait tant de bien que cela à son propre peuple, à son propre pays? Écoutez, il y a des gens qui ont quitté la Russie, mais il y a aussi des gens qui ont revenu après. Ça, on ne compte pas. Mais surtout, je crois, ce qui est important à dire, c'est qu'il y a 80% de la population russe qui soutient Poutine. Il n'a jamais eu ce soutien. Vous savez, justement, quand Poutine a fait son discours aujourd'hui, je pense qu'il a eu raison d'avoir une certaine satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il y a un an, on prédisait l'effondrement total de l'économie russe. Il n'en est rien. Bon, le PIB a baissé seulement de 2%. Et alors l'inflation est la même, 12%, qu'on voit dans d'autres pays de l'Europe. Écoutez Emmanuel Macron, on lui a posé cette question aujourd'hui, il a répondu. Très bien. Écoutez-le. Concernant la Russie, par rapport... on voulait les isoler. Aujourd'hui, ils ont perdu que 2%, alors qu'on nous avait promis qu'ils allaient perdre au moins 15% de leur pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont plus que jamais... Et vous avez confiance dans les instituts de statistiques russes? Non, mais... Bon, moi non plus. Donc ceux qui disent moins 2%, moi c'est beaucoup plus. Vous allez bien? Ils ont des centaines de milliers de jeunes qui sont partis pour ne pas être mobilisés. Ils ont le truc ils ont perdu plein d'opportunités. Ils font du fric avec le gaz qu'ils vendent à d'autres. Mais le reste de l'économie, quand même, souffre beaucoup. Donc je ne crois pas du tout à ces chiffres. Ça, c'est de la propagande. C'est un pays qui n'est plus un pays démocratique libre avec un institut indépendant. Je m'excuse, je dois contredire le président Macron, mais moi, je vais régulièrement à Moscou et je vois de mes propres yeux la vie à Moscou. Oui, sur le plan économique, rien n'a changé. Mais à Moscou, rien n'a changé. D'accord. À Moscou, et même, je peux vous dire, alors, bon, il y a d'autres références. Le Fonds monétaire international, oui. Il a fait des prévisions de croissance économique pour l'année prochaine, pour la Russie, meilleures que pour la France et l'Allemagne. Oui. Alors, c'est aussi de la propagande? Mais c'est un débat, effectivement, et donc vous avez entendu l'avis d'Emmanuel Macron. Néanmoins, on a envie de se dire qu'un dirigeant, il utilise l'argent qu'il gagne avec ses ressources naturelles, son pétrole, son gaz et d'autres choses pour le bien-être de son peuple et peut-être pas pour faire la guerre. Peut-être pas pour faire la guerre à d'autres et pour envoyer des milliers d'hommes à la mort dans son pays et dans celui d'en face. Non, justement, la plus grande partie de son message à la nation était consacrée justement à la politique intérieure. Et là, il a fixé un certain nombre d'objectifs économiques et sociaux qui montrent que l'argent que nous continuons à gagner est l'argent très très important, puisque l'année dernière, on n'a jamais eu des profits aussi importants pour le gaz et le pétrole que l'année dernière. Alors cet argent, il est utilisé justement en majeure partie pour le bien-être de son peuple. No comment. Je ne sais pas si c'est exactement ce que ressentent les Russes. En tout cas, je suis sûr qu'il n'y a rien à commenter. Non, mais ce n'est pas le sentiment qu'en donne un certain nombre de Russes en quittant le pays et en racontant qu'ils ont peur d'être mobilisés, d'être envoyés à la guerre et qu'ils n'ont plus la liberté de s'exprimer et qu'ils n'ont plus la liberté de vivre dans un pays démocratique. Vous connaissez, vous y vivez, vous êtes à Paris et pas à Moscou. Non, je vis à Moscou et à Paris. À Moscou Pour des raisons, disons, familiales, je suis plutôt maintenant à Paris. Mais encore une fois, je vais tout le temps à Moscou. Je passe presque la moitié de mon temps à Moscou. Je vis entre les deux capitales. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Alexandre Orloff, d'être venu sur notre plateau.